Bonjour à tous, je suis Fanny Demullier et je représente la Fondation Veolia. Et j'ai le plaisir d'ouvrir cette première conférence circulaire, conférence 2C, de la Fondation Veolia à la recyclerie. C'est la 3e année consécutive que nous proposons ce cycle de conférences. Et donc nous sommes ravis de vous accueillir ici à la recyclerie. 2 mots peut-être sur ce lieu avant de démarrer la conférence, qu'on est très fiers de faire ces conférences ici, puisque la recyclerie Veolia en est le partenaire principal depuis son ouverture il y a plus de 4 ans. Et ce lieu incarne pour nous véritablement ce qu'est l'économie circulaire, par la manière dont il a été conçu, par toute la programmation qu'il propose. Elle est très très riche et ce cycle de conférences fait partie de la programmation annuelle, mais aussi par toutes les activités que le lieu propose. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de venir ici et de découvrir les activités, mais vous avez notamment l'atelier de René qui est sur ma gauche et qui propose de réparer des objets, de vous apprendre à les réparer, de vous prêter des objets, et qui s'inscrit vraiment dans le sujet de l'économie de la fonctionnalité pour avoir un usage plus responsable de notre consommation et des objets. On a aussi une ferme urbaine sur les quais de la gare, parce que c'est une ancienne gare ici qui a été réhabilitée, où on met vraiment en œuvre les principes de l'économie circulaire et de l'agriculture urbaine. Donc c'est pas mal de légumes, de fruits qui sont cultivés pour l'usage de la cantine, mais c'est aussi du compost qui est fait ici avec les déchets de la cantine, et c'est des animaux qui sont élevés. Il y a un peu de poules, de lapins et pas mal d'ateliers pour les scolaires pour parler d'environnement. C'est donc aussi une très riche programmation. C'est plus de 350 événements par an. C'est des expositions, c'est des conférences, débats, et tout est en ligne. C'est une programmation qui est gratuite, qui est accessible au plus grand nombre et qui est en ligne sur le site de la recyclerie. Donc pour venir aux conférences 2C qui nous réunissent aujourd'hui, consécutif que la Fondation Veolia propose ce cycle. Donc pourquoi l'économie circulaire? Parce que pour Veolia, c'est vraiment un sujet sur lequel nous travaillons tous les jours. C'est comment mettre en œuvre une économie plus responsable qui va systématiquement chercher à préserver les ressources et à recycler. Et là, on ne parle pas uniquement de déchets, on parle de l'ensemble des flux d'un territoire, qu'il s'agisse d'eau, de déchets bien sûr, mais aussi d'énergie. Donc comment mettre en place cette économie plus responsable et respectueuse de l'environnement. Et la Fondation a souhaité s'adresser aux étudiants et aux jeunes, puisque le but c'est qu'en tant que citoyen, vous soyez sensibilisés à ces sujets, mais potentiellement en tant qu'actifs, ce soit des filières qui vous intéressent. Donc pour proposer ces conférences, nous avons souhaité nous associer avec des partenaires, avec l'École des Ponts, et on a Aymeric Fortin qui représente l'École des Ponts et qui dirige un master sur le développement durable qui est présent avec nous ce soir. C'est aussi l'Institut national de l'économie circulaire. Donc l'objet de l'Institut, comme son nom l'indique, c'est vraiment de promouvoir cette nouvelle économie et de fédérer l'ensemble des acteurs sur le sujet. Et c'est également Climate, qui est un réseau de jeunes, plutôt étudiants et jeunes en général, qui se mobilisent sur le sujet du climat en particulier et de l'environnement en général, et qui essayent de faire aussi bouger les choses. Donc l'économie circulaire, c'est extrêmement vaste comme sujet. Ça concerne un vaste champ de thèmes, en passant par les océans, la biodiversité, l'industrie, etc. Cette année, on a souhaité mettre le focus sur 4 grands thèmes qui s'inscrivent dans la programmation de la recyclerie. Je ne vous ai pas dit, mais cette année, c'est les paris de la recyclerie, qui se base vraiment sur les saisons et comment s'inspirer de la nature pour mettre en place des solutions plus respectueuses de l'environnement. Et donc, les thèmes que l'on vous propose dans cette programmation 2018, c'est pour aujourd'hui la connexion, je vais y revenir, c'est un sujet clé au cœur de l'économie circulaire. En mai prochain, on vous parlera d'alimentation plus responsable et comment l'économie circulaire peut mettre en place cette alimentation plus responsable. On parlera également de mode de vie durable, parce qu'il faut que les citoyens puissent avoir les clés de comportement et de consommation plus responsable. Et on parlera évidemment de ressources mieux gérées, qui est vraiment l'enjeu clé de l'économie circulaire. Les nouveautés, pour ceux qui connaîtraient le cycle de conférences et qui auraient participé aux conférences les années précédentes, c'est que cette année, on a un parrain prestigieux, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est Dominique Bourg. C'est un philosophe
Il est également vice-président de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et il nous semblait important d'avoir un regard d'un philosophe sur ces sujets-là, parce qu'il est vraiment question de conscience environnementale et de responsabilité, et son regard, on le trouve riche. Donc Dominique, il va intervenir à travers une vidéo aujourd'hui et pour les 3 premières conférences, et il sera présent lors de la dernière conférence du cycle pour clôturer le cycle et répondre à toutes vos questions. Voilà. Et l'autre nouveauté, c'est la prise de parole d'une partie prenante différente. L'idée, c'était vraiment de montrer que l'économie circulaire, ça concerne tous les acteurs, les citoyens, les collectivités bien sûr, les ONG, les entreprises de petite et grande taille. Et on voulait donner la parole à chacun de ces acteurs pour que de leur point de vue, ils expriment un peu leur position et comment ils mettent en place cette nouvelle économie. Donc pour cette conférence d'aujourd'hui, on a choisi le thème de la connexion. Donc quand on parle de connexion, on ne veut pas parler uniquement de digital, on veut parler vraiment de liens, et de liens entre les acteurs du territoire, parce qu'il faut vraiment que ces solutions elles soient pilotées par une collectivité, parce que c'est elle qui va avoir les clés au niveau du territoire pour fédérer les acteurs. Et on est ravis aujourd'hui d'avoir la mairie de Paris qui va pouvoir témoigner de ce qui est fait à Paris pour déployer cette économie circulaire. Mais c'est aussi mettre en œuvre des liens entre les citoyens, entre les entreprises, entre les ONG pour innover dans la manière de gérer ces ressources du territoire. L'autre sujet de la connexion, c'est vraiment connecter les thèmes, c'est connecter les flux au sein d'un territoire, c'est aller voir au sein d'un territoire quelles sont les ressources disponibles et essayer de les optimiser en créant des ponts, par exemple entre les sujets de déchets et d'énergie, ou d'eau et d'énergie, et de mutualiser. Donc la connexion, ça nous semblait clé, et on trouvait vraiment important de démarrer par ce sujet-là. Donc je vais tout de suite passer la parole à Anne-Sophie de Climate, qui va animer cette conférence. Il nous semblait important que ce soit une association de jeunes engagés qui prennent la parole et qui puissent vous mobiliser sur ce sujet. Donc Anne-Sophie, à toi de lancer la conférence. Merci à tous. Alors merci Fanny, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus ce soir. Je me présente, je m'appelle Anne-Sophie Lahaye, je suis membre du réseau Climate, qui a le plaisir d'animer cette année encore ce cycle de conférences 2C qui porte sur l'économie circulaire ici à la recyclerie en partenariat avec Veolia. Pour vous présenter brièvement Climate, c'est un réseau international de jeunes engagés sur toutes les questions qui sont liées au changement climatique. Donc, on essaye de proposer des actions, des solutions pour répondre à ces problématiques, tout en sensibilisant les jeunes aux enjeux climatiques actuels et à venir. Climate, c'est un think and do tank, donc c'est-à-dire un laboratoire d'idées et d'actions sur le changement climatique, un laboratoire d'idées puisqu'on a toute une partie consacrée à la recherche, avec plusieurs projets qui traitent de différents sujets comme les migrations climatiques, la gestion des déchets ou encore l'impact du genre sur le changement climatique. On essaye aussi de réfléchir à comment mobiliser la jeunesse auprès des instances gouvernementales pour que les jeunes deviennent une partie prenante dans les prises de décision à l'égard du climat. Et un laboratoire d'action, puisqu'on implique dès maintenant les jeunes en les formant à devenir des acteurs clés de la transition. On organise des simulations de négociations climatiques dans des écoles, dans des lycées ou dans d'autres institutions, un peu partout dans le monde, parce qu'on a un large réseau de membres présents dans plusieurs pays. Et enfin, on participe également à des sommets internationaux sur le climat comme les COP. Donc voilà pour Climate. Alors avant de commencer cette conférence, je vais vous demander de participer un peu. Vous avez chacun un post-it sur votre chaise et je vais vous demander de le prendre et d'inscrire en gros et en lettres capitales un mot ou 2 mots maximum qui vous fait penser au thème du jour, donc c'est-à-dire la connexion au cœur de l'économie circulaire. Donc ça peut être une idée, une référence, un modèle, tout ce qui vous vient, enfin le premier mot qui vous vient à l'esprit quand on vous parle de connexion. Donc je vous laisse écrire ce mot sur le post-it
Et pour vous aider à réfléchir, on va vous proposer une intermède musicale. Donc on a un invité ce soir qui nous fait vraiment le plaisir d'être là. Vous l'avez peut-être vu à la télé l'année dernière, puisqu'il a participé à la dernière saison de The Voice. Voilà, il va nous interpréter sa nouvelle chanson qui s'appelle « Je te veux toi ». Donc merci de l'applaudir bien fort et de l'accueillir, Jules Couturier. Bonsoir. J'ai la pression. Caressant l'horizon, veillons tard le silence qui protège les frissons, transgressant les lois physiques. Je m'avance à pas de chat, oublie les élans lyriques. Maintenant je te veux toi. Je te veux toi, je te veux toi, je te veux toi, je te veux toi. Ta gestuelle précise, sensuelle, mise à nu. Mimétisme maîtrise, sous mon emprise, tu ne penses plus quand tu es dévêtu. Transgressant les lois physiques, je m'avance à pas de chat, oublie les élans lyriques. Maintenant je te veux toi, je te veux toi, je te veux toi. Je te veux toi, 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 je te veux toi. Et transgressant les lois physiques, je m'avance à pas de chat, oublie les élans lyriques. Maintenant je te veux toi. Merci beaucoup. Voilà, j'ai un compte Instagram, un compte Facebook, Jules Couturier, voilà, c'est simple, Jules Couturier. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup Jules. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, à aller le voir sur YouTube. Alors, pendant qu'on est en train d'accrocher vos post-it sur le petit paperboard, on va introduire directement cette conférence avec un message vidéo de Dominique Bourg, donc, qui est philosophe et vice-président de la FNH, donc la Fondation pour la Nature et l'Homme, et qui est le parrain de ce cycle de conférences. Voilà, à la recyclerie. Donc il n'est pas présent ce soir, il sera là à la dernière conférence, mais il nous a fait une petite vidéo où il nous explique ce qu'est pour lui la connexion et le lien au cœur de l'économie circulaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le thème qui a été choisi pour cette première conférence sur l'économie circulaire, c'est la connexion, autrement dit le lien. Alors, le lien, effectivement, il est au cœur de tout ce qui concerne l'environnement, mais je dirais que la première chose à laquelle il faut penser, quand je fais quelque chose, je dois en même temps me dire que potentiellement,
7 milliards 400 millions, bientôt peut-être 10, peuvent faire la même chose. Il faut que j'ai cette réflexivité. Et là, effectivement, je vois qu'il y a des choses que je peux peut-être ne pas faire, ou en tout cas faire autrement. Alors le lien, il est évidemment au cœur de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est de réduire les flux et les impacts négatifs sur le système Terre. J'ai parlé de système Terre, c'est systémique, ça se tient. Tout est précisément lié. Le lien, c'est aussi le lien entre nous et le reste du vivant. Nous sommes des animaux, nous sommes dépendants de la viabilité des autres animaux et de la viabilité du système en général, des conditions propices à la vie sur Terre. Et puis, c'est aussi le lien entre nous. L'économie circulaire, par bien des côtés, au-delà de cette conscience du fait que je ne suis pas seul, c'est justement être avec les autres, c'est la coopération, c'est travailler ensemble. Et travailler ensemble, c'est en général ce qui donne le plus de satisfaction. Ça donne sens à l'existence de chacun. Et vous qui êtes ici, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour qu'on ait envie d'agir ensemble, pour qu'on ait envie d'avancer vers un monde plus respectueux parce que plus circulaire? À vous de jouer. Alors, et vous, du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau en tant que citoyen? Pour vous éclairer, je vais passer la parole à notre premier intervenant. Donc, il s'agit de Aymeric Fortin. Il est directeur du Master Développement durable à l'École des Ponts. Et il va nous présenter ce qu'est l'économie circulaire. Il va nous parler de transition énergétique, d'exploitation des ressources et de gestion des déchets. Aymeric Fortin. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je suis de l'École des Ponts, je m'occupe d'un master en transport et développement durable, pas développement durable à proprement parler, mais donc je vais faire ce qu'on fait souvent quand il y a une nouvelle saison, c'est qu'on fait un rappel des épisodes précédents. Previously, dans les conférences d'EC, on a un petit peu défini les enjeux de l'économie circulaire, donc qui partent un peu de là, c'est-à-dire le fait que si je regarde un petit peu les ressources dont je dispose, donc il faut bien comprendre qu'ici c'est exprimé en années, c'est-à-dire si je continue d'exploiter au rythme actuel, combien d'années de ressources je peux encore de combien d'années de ressources je peux encore disposer. Alors évidemment, c'est pas purement géologique. Il y a derrière quelque chose qui est lié à technologie d'extraction de ces ressources, en particulier pour les ressources énergétiques, et puis de coûts auxquels je peux accepter d'extraire ces ressources. Mais on voit quand même que pour un certain nombre de ressources, je vais prendre l'exemple de l'indium. L'indium, c'est dans tous les écrans plats aujourd'hui. Dans 16 ans, j'aurai plus d'indium pour produire des écrans plats. Donc, 3 possibilités. Soit je trouve un substitut, auquel cas j'ai réglé le problème de l'indium, mais je vais créer un autre problème sur le substitut que je vais créer. Soit je suis en capacité d'aller chercher l'indium là où il est déjà incorporé, c'est-à-dire dans anciens écrans plats, etc. Soit dans 16 ans, je sais me passer d'écran plat. Donc vous comprenez bien effectivement qu'il y a un vrai enjeu en termes d'approvisionnement matière pour maintenir notre capacité à consommer un certain nombre de biens, surtout qu'il y a des niveaux de consommation qui sont les nôtres, qui sont peut-être très élevés, mais il y a un certain nombre de pays en développement qui aspirent à pouvoir avoir accès à un certain nombre de biens, l'automobile, l'ordinateur, etc., qui vont nécessiter, comme l'a rappelé Dominique Bourg, quand on sera à 10 milliards, eh bien, qu'on soit en capacité d'être vraiment efficace dans la gestion des ressources. Donc c'est tout l'enjeu de la circularité, en fait, c'est tout simplement l'efficacité dans l'usage des ressources, que ce soit les matières premières ou que ce soit les ressources énergétiques, comment faire en sorte d'être le plus sobre possible. Alors, on voit en l'occurrence que pour l'approvisionnement en ressources, eh bien, tous les pays ne sont pas confrontés au même problème et qu'en Europe, on a une très très grande dépendance des ressources que l'on importe et qui a fait en sorte que la Commission européenne a défini un certain nombre de matières sur lesquelles on avait des approvisionnements extrêmement critiques. Et on voit en particulier qu'il y a un rôle tout à fait central de la Chine sur un certain nombre de matières qui sont des matières en ce moment très utiles, à savoir les terres rares et un certain nombre d'autres métaux qui sont très utiles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont présents dans les technologies dont on a besoin pour développer les énergies renouvelables. Donc j'insiste là-dessus, sur le fait que les deux
types de ressources, les ressources énergétiques et les ressources matières, sont extrêmement liées en termes d'enjeux et que c'est bien une sobriété globale à laquelle il faut qu'on arrive. Parce que sinon, je risque de transférer le problème d'un manque de ressources énergétiques vers un manque de matières premières. Alors, bon, globalement, pour vous dresser un peu le portrait d'où on en est en termes d'économie circulaire, eh bien, aujourd'hui, en France, on émet à peu près 345 millions de tonnes de déchets, dont 70% qui sont des déchets liés au BTP. Sur ces 345 millions de tonnes, il y en a à peu près 35 millions qui sont recyclés. Donc on voit qu'on est à un niveau de recyclage global de l'ordre de 10%, et que donc il y a encore un large potentiel d'amélioration. Et on voit aussi, et ça va être tout l'objet de la création du lien, qu'on n'a que 4% des matières utilisées qui viennent du recyclage. C'est-à-dire que dans les processus industriels, encore 96% de la matière qui est incorporée, c'est de la matière vierge, qui n'est pas issue du recyclage. Et pourquoi ça? Eh ben, parce qu'en fait, on n'a justement pas encore vraiment circularisé l'économie. L'économie circulaire, c'est quoi? C'est passer d'un système linéaire dans lequel j'extrais, je produis, je consomme, je jette, vers un système linéaire, c'est-à-dire où je pars de ce que j'ai jeté pour créer à nouveau. Et c'est la base de la connexion. La connexion, elle commence par ça. Elle commence par connecter la fin du cycle avec le début d'un nouveau cycle. Pour ça, on a effectivement besoin de changer nos façons de concevoir, en éco-concevant, de produire, de distribuer, de consommer, en visant en fait les 4 R, qui sont un peu les 4 piliers de la circularité, c'est-à-dire réduire nos besoins, être en capacité de réutiliser au maximum les biens ou les matières qui les composent, grâce au recyclage, et renouveler. Alors, la connexion dans tout ça, eh bien, la connexion, elle est nécessaire justement pour que les déchets puissent devenir des ressources. Les déchets, ça ne devient pas des ressources tout seul. Ça devient des ressources à partir du moment où quelqu'un a identifié que ça pouvait être une ressource pour lui, qu'il a défini dans quelle mesure ça pourrait être une ressource pour lui, et que, du coup, la façon dont on produit le déchet, dont on le traite, eh bien, va correspondre à son besoin. Et donc, pour ce faire, on a besoin que les acteurs discutent entre eux. Donc, on a besoin qu'ils se connectent. C'est tout l'enjeu de l'économie circulaire, c'est de créer cette connexion entre les acteurs, aux échelles territoriales, aux échelles nationales et aux échelles internationales, pour permettre, effectivement, d'identifier comment je vais utiliser mes déchets en ressources. Là, vous avez l'exemple, par exemple, de l'utilisation d'anciennes bouteilles pour faire des filaments pour l'impression 3D. Eh bien, ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, que la personne qui va utiliser l'imprimante 3D pour produire le nouveau bien, elle définisse la qualité du plastique intrant dont elle a besoin en fonction des paramètres de la machine, mais aussi du bien qu'elle souhaite produire, pour que la personne qui va faire le traitement du plastique eh bien, lui fournisse la qualité nécessaire. Sinon, eh bien, la boucle ne pourra pas se boucler. On a aussi besoin de connecter les gens parce que la sobriété, elle va venir de la mutualisation des ressources. Par exemple, je vous ai mis ici l'exemple de la récupération ici de la chaleur sur les eaux usées pour chauffer des logements. D'autres exemples sont ceux qu'on voit se développer aujourd'hui dans les rues de Paris, le fait de mutualiser des vélos, le fait de mutualiser des voitures. Eh bien, une voiture, un Autolib, il va rouler 4 fois plus qu'une voiture normale. Donc ça veut dire qu'avec la même matière, je produis 4 fois plus de déplacements. Pourquoi? Parce que j'ai connecté les gens. Je leur ai permis, à travers une plateforme, de mutualiser le véhicule. Sans cette mutualisation, eh bien, je n'aurais pas cette sobriété matière. Et il est donc absolument nécessaire de connecter les gens sur un territoire pour aller vers une sobriété, à la fois en termes d'énergie, mais aussi en termes de matière. C'est ce nouvel élément qui s'appelle l'économie fonctionnelle. L'économie fonctionnelle, c'est quoi? C'est justement, avec l'exemple d'Autolib que je viens de prendre, c'est dire, voilà, finalement, moi, ce dont j'ai besoin, c'est surtout de me déplacer, c'est pas de posséder une voiture. Et donc, à partir du moment où
j'ai un service qui va me permettre de réaliser ce déplacement avec le moins de contraintes possible, et peut-être même d'ailleurs en gagnant de l'argent par rapport à si je possédais la voiture, parce que quand je possède la voiture, la plupart du temps elle ne roule pas, donc elle me coûte cher à pas rouler, puis elle occupe de l'espace à pas rouler. Et si je prends conscience que ce dont j'ai besoin, c'est d'un système qui me permet de me déplacer, avec différentes modalités, parfois à vélo quand il fait beau, parfois en voiture quand il fait moins beau, parfois en plus grosse voiture quand j'ai besoin de transporter des objets. Si on me fournit un système qui me permet de faire tout ça, je n'ai plus besoin d'être propriétaire et donc je peux mutualiser tous ces objets. C'est la base de l'économie fonctionnelle, le fait d'acheter un service plutôt qu'un bien. Je vous donne un autre exemple que je trouve très frappant. Chez Michelin, on vend des pneus. Et donc on a intérêt à ce que les pneus s'usent, parce que plus les pneus s'usent, plus on s'en vend, plus on en vend. Quand Michelin a voulu mettre en place une responsabilité sociale de l'entreprise, s'est dit comment je fais pour rendre compatible la recherche d'un business et en même temps une sobriété matière. Eh bien, il est passé à l'économie de la fonctionnalité. Il a dit aux transporteurs, je ne vais plus vous vendre des pneus, je vais vous vendre des kilomètres. Et donc, en vendant des kilomètres, c'est maintenant Michelin qui supporterait le coût de remplacement des pneus si les pneus s'usaient trop vite. Et donc, il a internalisé dans son business model, en passant à une économie de la fonctionnalité, la sobriété matière. Enfin, et c'est mon dernier point, l'économie circulaire a besoin de connectivité, de connexion, parce que l'économie circulaire, elle se fait avec des gens qui sont sur des territoires, et que c'est en les mettant ensemble, en les mettant autour d'une table, qu'on va permettre d'identifier tous les axes de sobriété que je vous ai évoqués. Merci. Merci beaucoup, Aymeric. Alors, je vais maintenant passer la parole à une deuxième intervenante. Donc, elle est bien placée pour nous parler d'économie circulaire, puisqu'elle est chargée de mission à l'Institut national de l'économie circulaire. Merci d'accueillir Emmanuelle Mech. Bonsoir, je prends la petite zapette. Voilà, donc je vais vraiment prendre la suite de tout ce qu'a dit Aymeric en vous parlant des connexions, de quel type de connexion on va créer, comment on va connecter les acteurs dans l'économie circulaire. Donc, pour nous, la première connexion qu'il va y avoir, c'est reconnecter le citoyen au monde économique, en faire véritablement un acteur économique. Donc, à travers toutes les choses dont Aymeric a parlé, quand le citoyen choisit de faire un achat durable ou qu'il choisit de se tourner plutôt vers l'économie de la fonctionnalité ou aussi qu'il fait des choix de ne pas acheter certaines choses, de ne pas consommer certaines choses, ou encore à travers l'usage que le citoyen fait des produits qu'il achète pour les faire durer, pour économiser de l'énergie, ou bien encore dans la manière dont il va gérer la fin de vie de ces objets, le citoyen vraiment devient un acteur économique. Il change sa connexion avec le monde économique puisqu'il peut passer dans des relations un peu plus longues avec les entreprises, dans l'économie de la fonctionnalité, ou puisqu'il devient lui-même fournisseur d'une certaine manière en choisissant de recycler ses produits. C'est également vrai dans ses relations avec les acteurs publics, la manière dont nous choisissons d'habiter la ville, dont nous choisissons de nous déplacer, vont également influencer la manière dont les acteurs publics offrent ces services. Et bien sûr, l'influence va dans les deux sens, la connexion est dans les deux sens, puisque nous sommes nous-mêmes soit limités, soit encouragés par l'offre des acteurs économiques et par les services publics. Deuxièmement, il y a aussi le lien entre les entreprises au cœur des territoires. Donc ce sont encore une fois les liens dont Aymeric parlait. Il peut y avoir des synergies de substitution où les déchets des uns deviennent les matières premières des autres, des synergies de mutualisation, des récupérations d'énergie. Eh bien, tout cela se fait vraiment au cœur des territoires. Et l'ADEME, avec 4 régions pilotes, a mis en place le programme national de synergie interentreprises. C'est l'Institut qui a piloté ce programme et on a vu vraiment l'importance aussi des acteurs territoriaux, des acteurs publics. Puisque pour ces entreprises, alors il ne s'agit pas en fait que d'entreprises, il s'agit de tout type d'acteurs économiques, ça peut aussi être des associations ou des acteurs publics, tous les acteurs qui consomment des ressources et en produisent de manière importante.
Pour tous ces acteurs économiques, donc, il s'agit de créer des nouveaux liens, justement, de dépasser le lien de clients et de fournisseurs et de parler à d'autres acteurs économiques à qui on n'aurait pas parlé en temps normal. Et donc c'est fondamental qu'il y ait des agents territoriaux, ça peut être des agents des régions, ça peut être des agents des chambres de commerce, qui soient là pour animer ces échanges, pour faciliter ces connexions. Un autre axe, c'est bien sûr la co-construction du cadre dans lequel va se développer l'économie circulaire entre l'État et les parties prenantes. Alors ça peut être dans le cadre d'expérimentation, c'est le cas par exemple des engagements pour la croissance verte, qui sont les Green Deals à la française. Ce sont des cadres d'expérimentation dans lesquels l'État, en partenariat avec des entreprises, va faciliter l'expérimentation, faciliter l'accès aux acteurs publics et peut-être temporairement, dans un périmètre donné, dans un temps donné, lever certains freins réglementaires pour mettre en œuvre de nouveaux modèles d'économie circulaire. Bien sûr, à la fin de l'expérimentation, on fait le bilan et on voit s'il faut faire évoluer les réglementations. C'est le cas aussi quand on pose le cadre de nouvelles politiques publiques. Alors, par exemple, au niveau européen, le CESE européen a fondé une plateforme des parties prenantes de l'économie circulaire, dont l'Institut fait partie, qui vise vraiment à faire remonter les besoins de différents acteurs et de différents pays. Au niveau national aussi, l'État est en train de travailler à la feuille de route économie circulaire, et je pense que ça n'a pas échappé à certains d'entre vous qu'il y a une plateforme de consultation. Il y a à la fois des ateliers avec les acteurs économiques et les parties prenantes et une plateforme web dans laquelle chacun peut faire ses contributions. Pourquoi c'est particulièrement important, cette consultation dans le cadre de l'économie circulaire? C'est que l'économie circulaire est un modèle assez complexe où pour vraiment optimiser de manière globale nos ressources, il faut faire attention à l'effet rebond. Comme le disait Émeric, il ne faut pas transférer le problème, par exemple, d'un problème environnemental lié à l'énergie à un problème environnemental lié aux ressources. D'où l'importance de consulter l'ensemble des parties prenantes. Mais au cœur de ces consultations, il faut tout de même qu'il y ait un pilote. C'est important que l'État joue ce rôle de pilote, c'est-à-dire avant tout de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre consommation et notre production de ressources. Et donc l'État français a publié, par exemple, un plan de programmation des ressources qui fait cet état des lieux et travaille sur des stratégies pour voir à long terme comment on va produire et consommer. C'est le cas, par exemple, de la stratégie bioéconomie pour la France et on espère que ce sera aussi un des volets qui sera inclus dans la feuille de route pour l'économie circulaire. Alors, on a parlé de ces différentes connexions et c'est assez facile de parler de connexions un peu théoriques comme ça, en étant une association basée à Paris dans un café parisien. Mais qu'est-ce que c'est concrètement ces connexions? Alors, c'est bien sûr toutes les connexions organisationnelles dont on a déjà parlé, et ça c'est un peu notre rôle aussi à l'Institut, c'est notre raison d'être de connecter différents acteurs publics et privés. Mais il ne faut pas oublier, et particulièrement les nouveaux liens entre les entreprises, ce sont aussi des flux physiques. Quand on va échanger des ressources, quand les déchets des uns deviennent les matières premières des autres, quand on va réutiliser des objets ou les réusiner, ce sont des flux logistiques, ce sont des flux physiques qu'il faut transporter. Concrètement, ce sont des camions sur les routes. Ça, il faut bien le garder à l'esprit. Donc cette logistique, c'est très important de l'optimiser, de le prendre en compte en avance, d'avoir une logistique très fine. Et pour cela, sur quoi on peut s'appuyer? On peut s'appuyer, bien sûr, sur le numérique, sur l'échange d'informations, sur les outils informatiques. Alors, bien sûr, il faut des données, par exemple, pour optimiser nos processus et les améliorer. Il faut aussi des données pour repérer, justement, quelles sont les matières à disposition, pour que ces matières soient traçables, pour que l'on puisse échanger ces matières entre entreprises et entre acteurs, et pour qu'on puisse optimiser ces flux. Donc il ne faut pas oublier les nouveaux liens, les nouvelles connexions, ce que ça implique en termes de liens opérationnels, en termes de flux physiques, en termes de flux informatiques, et de savoir que ces flux physiques et ces flux informatiques ont également un impact potentiel sur l'environnement. Et donc c'est très important de prendre en compte en amont, quand on organise ces nouveaux modèles, tous les impacts que l'on peut avoir si on veut vraiment aller vers une économie véritablement circulaire, qui diminue à un niveau global notre impact sur l'environnement. Merci beaucoup Emmanuel.
Alors ce soir, on voulait donner la parole à une autre partie prenante de l'économie circulaire qui travaille, elle, au niveau local, au cœur de l'économie des territoires. Je vais passer la parole à Anita Ravlik, qui est chargée du pilotage de l'économie circulaire à la mairie de Paris et qui va du coup nous parler du cadre et de la stratégie de mise en place de l'économie circulaire à Paris. Anita Ravlik. Bonsoir à tous. Donc en effet, je vais essayer de vous expliquer comment la ville de Paris transforme l'économie circulaire dans une politique publique, comment on s'y prend pour mener cette politique publique et cette stratégie. Donc en fait, on a commencé en 2014 à travers un diagnostic, donc une analyse du métabolisme urbain de la ville de Paris, qui en fait sert à comprendre quels sont les flux de matériaux entrant dans le territoire et ce qui sort du territoire. En 2015, la mairie de Paris a mené les états généraux de l'économie circulaire, donc, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Et puis aujourd'hui, en fait, on a transformé cette large consultation de 2015 en une politique engageante, puisqu'on a voté un plan économie circulaire à Paris en juillet 2017. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'à chaque étape de cette construction de politique publique, la connexion et le lien entre les acteurs du territoire a finalement été à la fois un enjeu, mais aussi un moyen de mettre en œuvre cette politique économie circulaire. Donc pourquoi, à travers la connaissance du métabolisme urbain, on arrive à connecter les acteurs? Parce qu'en fait, donc là, vous voyez là, un peu ce que ça peut rendre en visualisation. On a en même temps créé une data visualisation des flux que vous pouvez consulter sur Internet, sur le lien que j'ai noté, métabolisme.paris.fr. En fait, on a accompagné cette analyse de flux par un appel à projet amélioration du métabolisme urbain de Paris, ce qui a été en fait l'occasion pour nous d'identifier des acteurs privés du territoire qui pourraient apporter des solutions donc sur les matières qui rentrent dans Paris ou les déchets qu'on exporte, donc des solutions appliquées. Donc, ce qui nous a permis de connaître des porteurs de solutions, de connecter le privé au public, mais aussi pour les porteurs de projets, finalement, on s'est rendu compte qu'une des fortes plus-values, ça a été de les faire se rencontrer les uns avec les autres. Donc là, j'ai juste illustré avec un projet porté par Love Your West, qui a proposé en fait une solution de traitement, de collecte et de traitement pour transformer en méthane les biodéchets des cantines scolaires à Paris. Et finalement, il s'est connecté grâce en fait, aux rencontres aux porteurs de solutions de l'appel à projet, aux brasseurs parisiens, et il a fini par récolter les drèches de certains brasseurs parisiens. Donc voilà, on améliore le métabolisme de la ville en connectant aussi des acteurs qui ne se connaissent pas forcément. Donc ça, c'était une des premières étapes, connaître les flux du territoire en 2014. En 2015, la maire de Paris et sa maire adjointe, Antoinette Gull, ont donc lancé les états généraux de l'économie circulaire. Et ça, c'était un temps de rencontre très fort à Paris, puisqu'on a 240 acteurs qui représentaient plus de 120 structures, qui en fait ont participé à des ateliers thématiques, des travaux vraiment en commun, donc des rencontres de personnalités du milieu académique, du monde économique, des ONG, associations, autres collectivités aussi du Grand Paris. Et on s'est posé des questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles actions faut-il entreprendre pour apporter des solutions et engager le territoire dans l'économie circulaire? Donc là, la mise en relation, le lien, elle est évidente, puisqu'on a créé, grâce à ce temps de rencontre, un réseau formidable en fait, dont on se sert toujours aujourd'hui pour construire notre politique publique. Donc, ces acteurs ont fait 65 propositions d'actions concrètes qui sont consignées dans un livre blanc, le livre blanc de l'économie circulaire du Grand Paris, qui est téléchargeable sur paris.fr. J'en ai amené 2 exemplaires si vous souhaitez les consulter. Et donc nous, en fait, mairie de Paris, on s'est servi de ce livre blanc et de ces 65 propositions des acteurs pour construire une feuille de route, enfin un plan économie circulaire de la ville de Paris. Donc ce plan économie circulaire, il est à l'horizon 2020. Il comporte une feuille de route avec 15 actions.
Ça, c'est la première feuille de route. On va bientôt travailler sur une deuxième feuille de route. Et dans ces 15 actions, il y en a 5 qui sont particulièrement dédiées au soutien des acteurs et à la connexion entre les acteurs. Et aujourd'hui, je vais vous illustrer, je vais vous parler d'une de ces 5 actions qui permet de mettre en lien et de connecter les acteurs à Paris, sur le territoire parisien. C'est le projet Quartier des Deux Rives, un quartier circulaire. Donc ça fait écho à ce que présentait Emmanuel tout à l'heure, les projets PNSI, donc de synergie interentreprise. C'est exactement ce qu'on veut faire sur le quartier des Deux Rives, qui est un périmètre de 350 hectares entre les gares d'Austerlitz et la gare de Bercy, à cheval entre le 12e et le 13e arrondissement de part et d'autre de la Seine. Ce périmètre, c'est le 4e quartier d'affaires parisien, derrière la Défense, Boulogne et le quartier central des affaires du côté de Saint-Lazare. Et donc, on s'est dit, ça, c'est quand même un enjeu de territoire de faire se rencontrer les acteurs économiques de cet espace très dynamique et qui génère de fortes activités économiques. On a 100 000 emplois, plus de 700 entreprises qui sont sur ce périmètre-là. Et donc, c'est un projet qu'on mène en collaboration avec la RATP. Nous-mêmes, mairie de Paris, on a des bureaux, des immeubles qui sont installés sur place. Donc, par exemple, la direction de l'urbanisme, la direction des espaces verts et de l'environnement. On est avenue de France et la RATP a sa maison quai d'Arapé. Donc, du coup, on est copilote. C'est déjà une première rencontre entre des acteurs forts de planification du territoire, RATP, mairie de Paris. Et donc, on met autour de la table des entreprises du quartier, celles qui sont volontaires pour réfléchir à une gestion commune de déchets, mais aussi à une mutualisation d'équipements, de parking, d'outils de déplacement, mobilité pour les salariés. Donc, c'est vraiment un champ, une nouvelle manière de penser l'économie et son activité, mais aussi l'impact de son activité, de son fonctionnement, en réfléchissant ensemble, en mutualisant, donc en se connectant. Pour ça, on est en train de construire une plateforme d'échange et de mise en relation qui s'appelle Les Deux Rives, donc qui va être livrée, on pense, courant mars. Vous pourrez aussi aller voir ce qui s'y passe. Donc c'est un projet de synergie entreprise qui est très innovant, puisque tous les projets qui sont développés jusqu'à présent et dont vous pourrez aller chercher les exemples sont plutôt sur des zones d'activité industrielle et en fait en milieu urbain dense, entre plutôt des activités tertiaires, ça n'existe pas. Donc on est un petit peu pionnier et on espère que ça pourra vraiment fonctionner, qu'on arrivera à générer des nouveaux modèles économiques entre acteurs d'envergure. Donc ça, c'est une action nouvelle, on vient de la lancer et c'est pour illustrer concrètement, parmi toutes les actions qu'on porte, une qui parle de connexion entre acteurs. Voilà. Donc je suis à votre écoute pour des questions, si besoin. Merci beaucoup. Alors, avant de conclure, on va voir un autre exemple de mise en place d'une stratégie d'économie circulaire au niveau local, mais cette fois-ci à l'international, avec Amélie Rouvin, qui est responsable engagement économie circulaire au sein du groupe Veolia, et qui va nous parler de la ville de Durban en Afrique, où ils ont mis en place un système de réutilisation des eaux usées domestiques pour des usages agricoles et industriels. Amélie. Bonsoir à tous. Alors c'est la dernière intervention avant la partie questions-réponses. Moi je vais vous apporter le témoignage d'une entreprise, d'un acteur de l'économie circulaire ancré dans les territoires dont le métier c'est de gérer les ressources, eau, énergie et déchets. Donc ce soir je vais vous parler ressources et connexion puisque c'est le lien avec les acteurs du territoire et on travaille avec aussi bien les industries, les collectivités locales, les villes, les associations, les organismes publics, les citoyens bien évidemment, les startups de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, tous ces acteurs ont un rôle à jouer dans la transformation de notre modèle économique vers un modèle plus vertueux, plus soutenable d'un point de vue de l'utilisation des ressources.
J'ai 8 minutes, c'est assez court pour vous dire tout ce que j'aimerais vous dire, mais donc on a la partie questions-réponses après. Vous avez ici un patchwork pour vous illustrer la variété, alors c'est pas exhaustif, mais la variété des activités chez nous qui entrent dans le champ de l'économie circulaire. C'est un peu flou. Bon. On valorise aussi bien tous les types de déchets, aussi bien les déchets électroniques que les déchets organiques, que des déchets dangereux. On produit de l'énergie renouvelable à partir des résidus de production industrielle, comme en haut à gauche du marc de café. On produit aussi de l'énergie renouvelable à partir des eaux usées, à travers les bactéries qui sont contenues dans les eaux usées, qui dégagent de la chaleur, qu'on récupère, et on peut chauffer également des piscines. On a également des centres de pilotage qui s'appellent Upgrade, qui pilotent les performances des flux dans les villes, où on a encore une application pour les citoyens qui s'appelle Urban Pulse, qui concentre la vie en ville avec des informations aussi bien sur les commerces, sur les transports, les lieux de places de parking, d'échanges entre particuliers, de covoiturage, les magasins d'occasion. On peut également signaler des incidents. Voilà. Mais ce soir, j'ai prévu de vous parler ressources eau et internationales. Donc je vous emmène en Afrique du Sud, à Durban, avec un exemple particulièrement intéressant d'économie circulaire et de connexion, puisque ça lie les acteurs du territoire, à savoir les industries, la municipalité et les citoyens. Alors, quel était le problème à Durban ? C'est que c'est une ville qui est située en zone de fort stress hydrique. C'est une ville qui a besoin de beaucoup d'eau pour à la fois les besoins industriels pour pouvoir faire tourner les industries, également pour l'agriculture en irrigation et bien évidemment pour la population. Il y a 3,5 millions de personnes qui vivent à Durban et c'est aussi le deuxième pôle le plus industrialisé d'Afrique du Sud et la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique du Sud. Donc les enjeux sont conséquents en termes de besoins en eau alors que c'est une zone en fort stress hydrique. Donc, quelle était la solution ? On a construit une usine de recyclage des eaux usées. Précédemment, le système était linéaire. En fait, était prélevée l'eau dans le milieu naturel. L'eau était traitée pour être distribuée en tant qu'eau potable, à la fois pour les citoyens, mais aussi pour les industriels qui l'utilisaient dans leur process. Ensuite, les eaux usées étaient traitées dans une autre usine que l'usine d'eau potable et étaient rejetées au milieu naturel. Donc un process purement linéaire. Là, avec la construction de cette usine, on arrive à un résultat de 98% des eaux usées municipales et industrielles qui sont recyclées. Ça représente l'équivalent de 13 piscines olympiques par jour qui sont économisées, donc en termes de volume, et qui du coup ne sont pas prélevées au milieu naturel, et qui laisse l'accès eau potable aux citoyens, aux habitants pour l'usage qui est prioritaire. Un autre bénéfice que vous voyez ici, c'est qu'avec ce système de fournir de l'eau usée traitée mais recyclée pour les industriels plutôt que l'eau potable, c'est que ça génère une économie pour les industries de l'ordre de 60% sur le poste eau, qui est un poste qui peut représenter jusqu'à 15% de leur investissement industriel, puisqu'ils ont besoin de l'eau à la fois pour faire tourner le process du site, mais également pour tout ce qui est lavage et aussi climatisation et chauffage. Donc c'est quand même conséquent comme bénéfice, en plus des volumes qui ne sont plus prélevés dans la ressource d'eau douce. Et l'autre bénéfice pour les industries, c'est que grâce au recyclage des eaux usées, on est capable de leur fournir un approvisionnement en eau qui soit sécurisé, non seulement en termes de volume, mais aussi en termes de qualité. Ce qui n'était pas forcément le cas avec l'eau potable, puisque quand la ressource
vient quand il y a une pénurie, un stress hydrique trop important. Ce qui est privilégié, évidemment, c'est l'eau potable pour les habitants plutôt que pour les industries. Donc voilà, une facture allégée, un approvisionnement sécurisé en volume, en quantité. Et alors, ça peut paraître simple comme ça, mais en fait, la collectivité, compte tenu des contraintes techniques, compte tenu des risques associés et compte tenu de la complexité, ne pouvait pas se lancer seule dans ce projet. Et donc, on a monté un modèle contractuel innovant qui s'appelle les partenariats publics-privés. Alors, qui existe maintenant dans plein de pays, mais à l'époque, c'était le premier partenariat public-privé signé en Afrique du Sud. Donc, c'était en 1999, un contrat signé pour 20 ans, donc un contrat de long terme, donc ça veut dire dans une relation de confiance entre l'industriel et la municipalité. Et ce qui est innovant dans ce modèle contractuel, c'est que Veolia, donc le constructeur, a investi financièrement pour construire cette usine de recyclage des eaux usées et s'est rémunéré sur la vente de l'eau auprès des industriels. Et le bénéfice de cette vente a été partagé avec la municipalité. Donc on parle beaucoup en ce moment dans la RSE et le développement durable de création de valeur partagée. Là, c'est un exemple où le bénéfice généré est partagé entre l'industriel qui a construit l'usine et la municipalité, et alimente un fonds, finance un fonds qui favorise l'accès à l'eau potable pour les populations démunies qui auparavant n'étaient pas raccordées en eau potable. Donc il y a un fort volet social en plus dans cet exemple qu'il faut bien avoir en tête aussi avec l'économie circulaire. Bon, évidemment, la création d'emplois et puis le transfert de compétences. Donc voilà l'exemple que je voulais vous présenter d'Urban, qui est de la valorisation des eaux usées avec un potentiel énorme. En Afrique, on entend en ce moment les problèmes en Namibie ou la ville du Cap qui, d'ici début avril, peut arriver à un tel stress hydrique qu'il n'y aura plus d'eau pour alimenter les populations. Et pourtant, il y a un potentiel considérable puisqu'au niveau mondial, seulement 2% des eaux usées sont recyclées. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais juste récupérer ça. Alors maintenant, on va passer à la partie débat, la partie questions-réponses. Donc je vais inviter tous les intervenants à prendre place sur les tabourets. Et je vais vous inviter, vous, si vous avez des questions, à les poser à nos intervenants. Peut-être que vous pouvez réagir aussi aux mots-clés qui sont inscrits sur le petit paperboard. Donc on a plusieurs mots-clés sur le partage, les liens, le local, les ressources, les réseaux. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous, si vous avez des questions à ce sujet-là, ou si un des intervenants veut rebondir sur ces mots-clés. Alors, on a parlé pendant toute cette conférence d'économie circulaire au sein des entreprises, au sein des collectivités, mais peut-être que vous vous demandez ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens pour participer également à l'économie circulaire. Et du coup, peut-être que Anita peut nous parler du dispositif. Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif de la Maison des acteurs du Paris durable, qui a pour but de mettre en valeur justement les initiatives citoyennes au niveau local. Donc Anita, peut-être que tu veux nous présenter ce dispositif. Personne n'est acteur du Paris durable parmi vous. En fait, vous êtes peut-être acteur, mais vous ne savez pas que vous êtes acteur. Donc, en tout cas, si vous faites quelque chose à titre individuel, à travers votre association, votre métier, vous montez une structure, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ou même en tant que citoyen, vous avez une action qui a un effet, un impact sur le développement durable, sur l'écologie, sur l'économie circulaire. Enfin, voilà, tout ce qui peut être en lien avec
l'environnement. Vous pouvez devenir acteur du Paris durable en allant sur c'est un réseau en fait, donc c'est un réseau, le réseau des acteurs du Paris durable. Il suffit que vous tapiez ça sur internet et vous allez tomber sur le site des acteurs. Ça vous permet en fait de vous mettre en relation avec d'autres acteurs parisiens. Ça vous permet aussi de pouvoir être informé sur ce que font les autres acteurs, ce qui se passe. Il y a plein d'événements en fait liés aux actions des acteurs. Et c'est un lieu physique, la maison des acteurs du Paris durable, qui se trouve au Blanc-Manteau dans le 4e. Donc c'est aussi un lieu qui est fait justement pour les acteurs. Vous pouvez organiser des réunions, des rencontres. Voilà, donc du coup, c'est à la fois y participer, mais aussi profiter d'un lieu et d'un réseau pour faire connaître votre activité, votre action, ou tout simplement être au courant de ce qui se passe. Donc vous pouvez aussi faire partie du réseau pour être au courant de ce qui se passe. Donc par exemple, régulièrement s'organiser des soirées réseau, ça s'appelle réseautage, papotage, autour d'un sujet. Et donc vous pouvez venir participer un peu à la mode auberge espagnole pour échanger. Aussi aider les autres à développer un projet. Quand ils ont une idée, eh ben, c'est aussi l'occasion d'échanger sur une idée et de faire avancer chacun dans son idée. Voilà. Merci beaucoup, Anita. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Oui. Bonsoir, je vais me présenter. Je m'appelle Eleonora. Je suis jeune diplômée en développement durable et je viens du Kazakhstan. Et actuellement, en fait, j'ai une question à vous poser. Elle est un petit peu bizarre, mais pour moi, c'est vraiment important de savoir votre opinion. Je cherche le travail actuellement en développement durable et j'ai postulé à plusieurs offres. Et en fait, j'ai décidé de faire autrement. J'ai créé mon projet pédagogique où je propose aux citoyens d'analyser le niveau de pollution à partir de l'étude des feuilles de bouleau des arbres. En fait, je propose d'analyser la symétrie des feuilles des arbres pour faire la conclusion sur la pollution dans la ville. Et j'ai proposé ce projet à une association chez nous en Mayenne, parce que je viens de Laval, je ne suis pas de Paris. Voilà. Et j'ai deux types de réponses que j'ai eues, c'est soit un refus, soit le silence. Et en fait, moi, comme une citoyenne, maintenant, en fait, sur le financement, oui, j'ai trouvé un moyen de financement, parce qu'en fait, actuellement, il y a un concours Plan Climat, mon projet pour la planète, je pense que vous le connaissez bien. Voilà, mais malgré voilà, tous les moyens, je ne trouve pas vraiment le soutien et l'aide pour mon projet. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut surtout laisser tomber peut-être ce projet ou le laisser pour plus tard et chercher dans les autres domaines? Et voilà, je voudrais juste savoir votre opinion comme les professionnels. Anita, tu veux sur le soutien au projet Je vais commencer, mais peut-être que vous aurez d'autres idées. C'est vrai que c'est compliqué de porter un projet quand on est seul, ou on n'a pas forcément d'avis, et puis il faut commencer. Bon, c'est pas évident. Peut-être que tu peux te faire aider avec des regards extérieurs aussi qui peuvent te permettre de progresser. Donc, en soutien aux acteurs, il y a des dispositifs. Alors, c'est pas toujours évident de pouvoir y rentrer, mais je pense que par exemple, Make Sense peuvent peut-être t'aider dans la construction de ton projet. Je ne sais pas si tu connais cette association, organisation. Donc, Make Sense, ça peut t'aider à construire ton projet, peut-être à aller trouver aussi les bonnes personnes qui pourront t'accompagner. Je pense aussi à la Maison des Canaux. Les Canaux, en fait, qui est un nouveau lieu à Paris, et ils ont un programme justement fait pour aider les porteurs de projets à construire leurs projets. Donc, tu peux aller sur le site des Canaux. Par contre, là, il faut que ton projet puisse avoir un impact aussi en termes d'emploi. Tu vois, peut-être associer d'autres personnes qui pourront aussi t'aider à construire ton projet. Voilà. Alors, il me semble qu'il y avait une autre question devant.
J'aurais voulu revenir, pardon, je vais me présenter. Je m'appelle Maurice Higelin, je suis pour le moment étudiant. J'avais des questions, c'était sur le projet par exemple des Deux Rives à Paris. Est-ce qu'on fait face à un projet comme ça, à des réticences, on va dire, d'acteurs et d'entreprises en particulier, je vais penser peut-être pas les gros acteurs qui ont souvent une politique RSE, mais des plus petits acteurs. Et si oui, quels sont les moyens ou les leviers que vous employez pour, on va dire, lever ces réticences ou faire en sorte qu'il y ait une évolution et peut-être pas un blocage à un moment donné? Alors, on en est au tout début. Donc, pour l'instant, les réticences, c'est que les gens ne viennent pas, parce que nous, on a fait un recensement des acteurs économiques du périmètre et on les a invités à un lancement, une communication officielle. Donc, du coup, les gros, c'est vrai qu'ils sont plutôt partenaires. En plus, ça permet aussi... il y a une question d'image aussi, hein, ils peuvent participer, donc c'est bien. La difficulté, en effet, c'est de faire venir les tout petits parce qu'ils ont moins de temps, ils sont plus petits, ils sont dans leur activité quotidienne, ils ne peuvent pas forcément dégager du temps pour venir à des ateliers ou quoi. Du coup, on se fait aider par la Chambre de commerce et d'industrie, dont le rôle, c'est justement d'accompagner les petites entreprises, PME, TPE. Et par exemple, on leur a proposé en fait des diagnostics déchets gratuits, ce qui est une manière en fait de leur dire voilà, vous pouvez déjà réfléchir à la gestion de vos déchets. Peut-être qu'il y a une amélioration à apporter ou peut-être que vous pouvez valoriser certaines choses. Donc c'est une manière de les accrocher un petit peu au projet. Et donc ça a permis par exemple aux hôteliers, des petits hôteliers, des commerces aussi de la restauration, de venir. Et on commence par une proposition un peu attractive, faites un diagnostic et peut-être que vous pourrez trouver des solutions intéressantes de gestion mutuelle, par exemple avec vos voisins. Donc on en est pour l'instant... Voilà, à essayer de faire venir du monde en leur disant c'est intéressant, vous pouvez bénéficier de ce diagnostic déchets-là grâce à la CCI et au programme Réciter. En fait, on a été lauréat d'un programme qui s'appelle Réciter, justement pour encourager les territoires, les collectivités, à développer ces projets de synergie interentreprises. Merci beaucoup. Alors, oui, je vous passe la parole. Bonsoir, je m'appelle Suzanne Kuttner et ma question c'est un peu technique peut-être. Je suis entièrement pour le recyclage et pour que les déchets des uns deviennent les ressources d'un autre, mais à quel point on dépense d'énergie pour revaloriser un déchet? Est-ce que ça devient plus économiquement raisonnable? Alors, en fait, la réponse, elle dépend de la nature de la matière que vous souhaitez recycler. Par exemple, pour l'aluminium, il faut 10 fois moins d'énergie pour le produire pour le recycler que pour le produire. Donc là, clairement, c'est une matière où le recyclage est très vertueux en termes d'analyse de cycle de vie. Pour d'autres matières, c'est moins fort, mais généralement, en termes d'analyse de cycle de vie, le recyclage a quand même un intérêt. Alors, modulo effectivement ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire il faut que ce soit quand même bien fait, et notamment avec une logistique qui minimise un certain nombre d'impacts, parce que si le déchet il se déplace trop, il y a un moment donné où le déplacement du déchet il va générer effectivement, au moins en termes de CO2, des gains des pertes qui ne vont pas compenser les gains. Après, il n'y a pas que le CO2 qui compte, hein, il y a d'autres choses qui comptent. Donc ça dépend vraiment du type de matière dont on souhaite parler. Alors, pour qu'on puisse utiliser la matière première secondaire, il faut qu'on soit dans une démarche d'éco-conception. La démarche d'éco-conception, elle commence d'abord par une démarche d'analyse de cycle de vie, où on va mesurer l'impact sur les différentes dimensions de l'environnement, que ce soit la pollution de l'eau, la pollution des sols, le prélèvement de ressources non renouvelables, les gaz à effet de serre, la pollution de l'air et d'autres choses encore. On va mesurer sur l'ensemble de ces dimensions l'impact du bien qu'on produit, de l'extraction de la matière jusqu'à sa fin de vie. Une fois qu'on a fait cette mesure, et elle est compliquée,
Hein, donc on a oublié, voilà, il y a des méthodes pour le faire, mais c'est assez compliqué à faire. On est en capacité de comparer effectivement des solutions où on va bien gérer la fin de vie, introduire de la matière secondaire dans son process, et des solutions où on ne fait pas ça. Donc ça va nous permettre effectivement d'évaluer le gain en termes d'impact environnemental d'une solution éco-conçue. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a d'autres limites qui font par exemple que aujourd'hui dans une voiture, on sait à peu près mettre 35% de plastique recyclé. C'est-à-dire qu'on met le plastique recyclé partout où il n'est pas visible. Pourquoi ? Parce qu'un plastique recyclé, eh bien, vous voulez bien qu'il y en ait dans votre voiture, là, dans le réservoir ou dans des pièces que vous ne voyez pas. Par contre, vous ne voulez pas que votre tableau de bord, il ait un aspect pas très lisse ou pas très homogène en termes de couleur. Et donc, on voit que sur un certain nombre de pièces, eh bien, le plastique, pour l'instant, on ne sait pas faire avec des matières recyclées la même qualité visuelle. Et puis sur d'autres dimensions, on n'a pas forcément les mêmes propriétés mécaniques, la même résistance aux UV, la même résistance mécanique à la rupture. Et donc on a des limites aussi qui sont liées aux propriétés physiques des matériaux qu'on recycle. Voilà. Mais donc quand on va faire une éco-conception, on va s'interroger, mais est-ce que j'ai besoin, où est-ce que j'ai besoin de ces propriétés mécaniques absolues, et où est-ce que je peux tout à fait me satisfaire de propriétés mécaniques d'un plastique recyclé. Et il y a même des plastiques recyclés qui peuvent avoir des meilleures performances mécaniques que le plastique vierge si j'introduis dans son process de recyclage un certain nombre de co-composants qui vont améliorer sa performance. Effectivement, merci pour la question. Est-ce que le processus du recyclage qui nécessite de l'énergie et de l'eau pour nettoyer les déchets, est-ce qu'on y gagne d'un point de vue environnemental par rapport à extraire les matières vierges ? Globalement, on va dire oui, mais en fait, il faut faire au cas par cas et effectivement faire une analyse cycle de vie poussée, donc pas prendre uniquement l'empreinte carbone, mais aussi l'empreinte eau et globalement environnementale. Il y a un outil qui est sorti récemment de FEDEREC qui montre en fait le bénéfice pour les différents matériaux les plus utilisés, l'acier, le cuivre de mémoire, papier, carton, enfin il y en a pas mal, et qui montre chiffré les moyennes, les gains en gaz à effet de serre et les gains en bilan matière du recyclage. Mais effectivement, après, il ne faut pas partir du principe que tout recyclage est la panacée. D'ailleurs, Dominique Bourg le dit très bien. Imaginons un monde où on arrive à recycler 100% de l'ensemble des déchets, ça ne compensera jamais la hausse de la croissance économique, donc la hausse de la consommation de ressources naturelles. Donc même si on imagine recycler tous les déchets, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que le recyclage, comme l'a dit Émeric au début de sa présentation dans les 4 R, c'est le dernier R. Et ce qu'il faut faire en premier, c'est réduire la consommation de ressources dans nos produits, avec les conceptions, réutiliser, réemployer, réparer et à la fin recycler. Ouais. Merci pour la question. Ok. Alors, du coup, le professeur, excusez-moi, j'ai pas retenu votre prénom. Il y a plusieurs choses. Donc là, vous venez d'y toucher, un peu l'analyse cycle de vie. J'aurais aimé, enfin, ça aurait été intéressant que vous nous parliez des analyses multicritères, parce que je crois que c'est fait très rarement, voire quasiment jamais. Et puis aussi, c'est le groupe que vous fassiez la différence entre valoriser et recycler, qui est très différent, ça n'a rien à voir. Après, pour Anita, j'aurais aimé que vous nous parliez de l'expérimentation dans le 12e et le 4e arrondissement, je crois, sur le recyclage des produits, des produits organiques. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre question. C'est très difficile de vous répondre de manière synthétique. Alors, je vais commencer par la question facile. Recycler, c'est effectivement revaloriser une matière, donc être en capacité de reprendre une matière dans un nouveau processus. Valoriser, c'est ne pas la jeter, ne pas l'enfouir, mais la valoriser généralement énergétiquement, c'est-à-dire la brûler pour produire de l'énergie. Alors, vous avez complètement raison.
globalement, le développement durable, c'est la complexité. C'est la complexité parce que les problèmes, ils sont multidimensionnels. Et il n'y a pas de solution unidimensionnelle à un problème multidimensionnel. Donc on est forcément, effectivement, dans du multicritère. Et même au sein d'une dimension, qui est l'environnement, on a en fait de multiples dimensions. Comme ce qu'on rappelait, quand on fait une analyse de cycle de vie, on va regarder effectivement les phénomènes d'eutrophisation, donc ce qu'on va faire dans la ressource en eau et le prélèvement de la ressource en eau, les polluants atmosphériques, les gaz à effet de serre, l'ionisation, si par exemple on veut faire une analyse de cycle de vie d'une voiture électrique qui marche avec de l'électricité nucléaire, etc. On est dans du multicritère et parfois une solution va améliorer un critère et en détériorer un autre. Donc effectivement, il y a des cas simples où on est mieux sur tous les critères, mais la plupart du temps, ça n'est pas ça. Et donc on est obligé effectivement de se mettre en multicritères, c'est-à-dire de hiérarchiser là où on souhaite améliorer la performance, et donc on fait des choix. Et encore une fois, là je ne parle que d'environnement, mais dans la vraie vie, on va faire effectivement des arbitrages entre des dimensions environnementales, des dimensions économiques, des dimensions d'impact social, etc. Et donc on est obligé effectivement d'avoir non pas une approche avec un unique critère, mais plusieurs critères qu'on gère de manière différenciée, mais assumée. Alors, l'analyse multicritère, effectivement, il y a des méthodes qui permettent de gérer cette multidimensionnalité. C'est un peu long de les expliquer ici, mais vous avez complètement raison, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est pas la panacée de dire le recyclage c'est tout bien, ou le transport collectif c'est tout bien, ou etc. Non, il n'y a jamais de solution qui soit unique et qui soit la meilleure. Il n'y a pas de bonne énergie, il n'y a pas de bonne solution dans les transports, il n'y a pas de bonne solution dans l'industrie. Il y a à chaque fois au cas par cas, en fonction des problèmes, en fonction du contexte, une solution qui, à un moment donné, représente un meilleur compromis. Mais c'est un compromis. Oui, alors sur la collecte des biodéchets, donc elle a été lancée en avril 2017 de manière expérimentale dans le 12e et le 2e arrondissement de Paris. Donc en fait, ces deux arrondissements ont été choisis parce que c'était des modèles, des habitations différentes. On était dans le 2e, dans des immeubles très denses avec peu d'espace, des espaces contraints pour les containers de collecte des déchets, et dans le 12e on a au contraire des grandes résidences, voilà, on a des formes d'habitat un peu différentes, donc ça permet d'avoir tout le panel qu'on rencontre à Paris. Donc c'était lancé de manière expérimentale pour pouvoir calibrer, voir si ça marchait, qu'est-ce qu'il fallait apporter comme expérimentation. Donc ça fonctionne bien. Alors j'ai pas les chiffres en tête, donc je pourrais pas vous dire les quantités collectées, mais en tout cas il y a une très très forte adhésion des habitants. Donc on sait que ça marche bien, que les Parisiens sont tout à fait prêts et pour la collecte séparée des biodéchets. Et donc ces déchets-là, il y a un nouveau container qui est installé dans le local poubelle, qui est je crois que c'est le marron, orange, je sais plus, comme j'habite, je sais plus. Et donc chaque habitant a un bioseau et remplit son bioseau pour pouvoir après le mettre dans la poubelle collective de l'immeuble, et après c'est utilisé pour faire du compost ou de la méthanisation, l'un ou l'autre. Donc l'objectif de la mairie de Paris, c'est de pouvoir le généraliser dans tout Paris, mais par contre on n'a pas encore l'échéance. Je ne peux pas vous dire, mais bon, c'est un objectif. Et comme l'expérimentation est positive, on va sans doute pouvoir, je pense, accélérer le processus dans les prochaines années. Merci. Alors on va prendre juste une dernière question avant de conclure. Bonsoir. Merci beaucoup du coup pour cette intervention. Donc je suis Alexandra, je suis aussi avec Climate, et du coup ma grande question pour finir cette conférence peut-être, c'était de savoir, donc ça c'est plein de scénarios, de présentations qui sont hyper intéressantes et qui montrent qu'il y a vraiment de grandes potentialités dans l'économie circulaire. Finalement, qu'est-ce que vous pensez qui manquerait peut-être pour pousser d'autres entreprises ou les pouvoirs publics à prendre plus de mesures dans cette direction? Comment est-ce qu'on pourrait généraliser finalement un peu toutes ces solutions d'économie circulaire selon vos différentes perspectives? D'un point de vue d'acteur économique, pour moi le levier clé pour tous les acteurs, c'est l'aspect économique. Que ce soit pour les consommateurs qui cherchent le prix le plus bas et qui du coup peuvent s'orienter vers des produits qui ont un impact plus important sur la société, que ce soit les entreprises
de la même manière, vont chercher le prix le plus bas. Donc vraiment, pour moi, c'est le levier économique. Et pour pallier ça, le législateur a un rôle très important, que ce soit dans la régulation, mais aussi dans l'incitation. L'État peut être facilitateur de projets et dans l'incitation financière. Mettre en place des incitations pour favoriser les solutions plus vertueuses et à l'inverse taxer les solutions plus polluantes. Voilà, pour moi, l'élément clé qui peut driver beaucoup de choses, c'est la rentabilité économique des solutions qui peuvent être vertueuses. En l'occurrence, on sait faire des choses incroyables technologiquement. On sait produire du bioplastique à partir des eaux usées. Mais c'est quelque chose qui ne sera jamais rentable dans le système économique actuel. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un levier clé. Alors, je partage complètement ce point de vue. Je suis professeur d'économie de l'environnement, donc l'internalisation via des vrais prix qui rendent compte effectivement des impacts en termes de pollution, de rareté, etc. C'est évidemment un levier important, mais j'ai envie un peu de prendre le contre-pied de votre question. C'est-à-dire, est-ce que c'est forcément nous, citoyens, nous, acteurs industriels, est-ce que c'est forcément au pouvoir public de nous mobiliser sur ces questions-là? Est-ce que justement la connexion, elle n'implique pas qu'on avance tous ensemble? Et pas forcément on avance parce qu'on a une incitation réglementaire ou une incitation économique, mais parce qu'on comprend justement dans cette mise en relation qu'implique l'économie circulaire, qu'en fait, eh bien, on met en place des boucles vertueuses de collaboration sur différents sujets, ici sur l'économie circulaire, mais demain sur d'autres dimensions d'innovation, de co-innovation, etc. Et peut-être que justement la rupture, elle viendra dans ce schéma où il n'y aura plus non plus linéarité dans il y a une loi, des acteurs qui respectent la loi, et puis derrière un régulateur qui renforce la loi. Et peut-être que c'est aussi un changement de paradigme sur la façon dont on travaille ensemble. Bien sûr, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, et notamment de la nature qu'évoquait Amélie, et dans celle qu'on a évoquée tout au long de la présentation, c'est-à-dire mettre les acteurs en relation, c'est-à-dire que là, vraiment, le pouvoir public qui joue un rôle fondamental, mais peut-être qu'il faut justement qu'on arrête d'avoir une approche linéaire aussi de la façon dont on doit agir pour faire émerger une nouvelle forme d'économie. Merci beaucoup. Je pense qu'on va je suis désolée, on va devoir conclure. Sauf si tu voulais dire un dernier mot. Bon, très rapidement, mais c'est vrai que c'est difficile de compléter parce qu'on a déjà eu l'incitation économique, le rôle des acteurs. Peut-être rajouter un petit mot aussi, justement, quand on dit qu'il faut changer de manière de travailler ensemble. Je pense aussi que l'éducation, la formation est fondamentale et vraiment dès le plus jeune âge, parce que c'est vraiment une manière de faire. En fait, l'économie circulaire, c'est une approche différente. Il y a plusieurs leviers, mais c'est vraiment la manière dont on perçoit les ressources qui nous entourent. Donc c'est important, je pense, de changer le chip et de faire que vraiment, dès le plus jeune âge, on apprenne à donner de la valeur à ce qui nous entoure et vraiment essayer de préserver la valeur des ressources, des objets qui nous entourent et changer notre manière de vivre et de travailler, de consommer en général. Merci beaucoup. Alors, on va conclure. Pour ça, je vais repasser la parole à Fanny qui va vous dire 2 mots de conclusion. Merci beaucoup encore à tous. Alors, avant de remercier tous les intervenants, peut-être un petit résumé de tout ce qui a été dit, parce qu'on voit que le sujet de la connexion, il est vraiment clé au niveau de l'économie circulaire. On a parlé de connexion de flux, on a parlé de connexion des acteurs. Ce qui a été dit, c'est que la première connexion, c'est vraiment les citoyens, donc c'est vous, et que vous êtes un acteur économique, et il faut être conscient du poids de ces acteurs-là, parce que c'est dans les choix de consommation, et c'est par ces choix qu'on va pouvoir orienter les modèles de production et ce que vont produire les entreprises. C'est aussi par des choix de vote en tant que citoyen, parce qu'on va pouvoir orienter l'action publique. C'est aussi une connexion de flux de matière, évidemment, l'économie circulaire, mieux gérer les ressources. Le leitmotiv, c'est vraiment les déchets des uns qui deviennent les ressources pour les autres. Et il faut faciliter les liens entre ces entreprises pour permettre ces connexions. Le recyclage, ce n'est pas le premier levier. Avant tout, c'est réduire, réemployer.
Donc penser autrement les objets. Je cite Emeric là, qui dit que le développement durable, c'est de la complexité, c'est beaucoup de critères. Si c'était simple, ça se saurait. Et l'idée, c'est de faire les meilleurs arbitrages possibles. Donc, c'est de faire des compromis, du coup. Voilà, dire peut-être aussi qu'en termes de levier, comment on peut progresser, le levier économique, il est clé, et c'est certainement par la tarification, par les taxations qu'on va impulser cette économie plus vertueuse. Emmanuel a parlé d'éducation et de sensibilisation. On essaie de faire ça aujourd'hui avec vous, mais on pense vraiment qu'il faut partager ces informations le plus largement possible pour que, fort de ces connaissances, on impulse cette nouvelle économie. Et peut-être encore citer Emeric, mais aussi Dominique Bourg, c'est avancer tous ensemble. C'est vraiment faciliter ces liens. Et comme l'a dit aussi Dominique Bourg dans son petit film d'intro, à vous de jouer. Donc pour poursuivre cette information sur l'économie circulaire, on vous propose une deuxième conférence le 15 mai prochain. Là, on vous parlera d'alimentation. L'alimentation, c'est un sujet clé puisque c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre devant les bâtiments et devant le transport en France. Donc on essaiera de vous expliquer comment, par une alimentation plus responsable et par l'économie circulaire qui va donner de l'impulsion à ce sujet-là, on va pouvoir aussi impacter la société de manière positive. Merci à tous. Vous retrouverez tous ces contenus sur le site Living Circular. Vous avez une petite carte postale normalement qui a été posée sur votre siège. C'est un site communautaire sur l'économie circulaire qui présente des portraits de héros de l'économie circulaire, qui donne pas mal de schémas, d'infographies et d'articles. Et vous aurez un article sur cette conférence et la vidéo, puisqu'il y a une captation qui a été faite. Merci à tous. Merci bien sûr à nos intervenants qui étaient là ce soir avec nous. Merci à Climate, à Anne-Sophie pour l'animation de la conférence. Merci à notre musicien. Et on vous donne rendez-vous très vite. Bonne soirée. Au revoir.